Place au parti pris. Reste avec nous Pascal évidemment et Ruth. Et il nous rejoint Abnous Chalmani pour le parti pris international. Et c'est vous qui commencez Ruth avec un sujet qu'on a effleuré tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur l'addiction des jeunes et sur un réseau social en particulier qui focalise un peu l'attention, TikTok. Et cette proposition d'un couvre-feu numérique sur TikTok pendant la nuit pour les ados, pour les mineurs. Et vous dites plus, oui. Non merci. Non. Non. Moi, donc vous y êtes favorable. Oui. Alors c'est oui merci. Oui, absolument. Moi je pense que j'assume complètement qu'il faut interdire TikTok avant 15 ans. Interdire, pas seulement le couvre-feu, parce que c'était déjà proposé, je vais y revenir. C'est ce que propose la commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout comme je suis favorable au couvre-feu, effectivement, pour les 15 à 18 ans. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi. C'est rectifié. Bon, voilà. Parce que, vous savez, à une époque, il était impensable d'interdire de fumer dans les lieux publics. On considérait que c'était impensable d'obliger les gens à porter une ceinture de sécurité dans la voiture. Et en fait, moi je pense que cette question des réseaux sociaux et précisément de TikTok, elle doit s'imposer comme un enjeu de santé publique de la même façon. Parce que c'est le progrès d'une civilisation d'interdire, de mettre des limites et de ne pas accepter ce qui semble être une liberté, mais qui en fait est aussi un poison pour l'individu et pour la société. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir revenir en arrière et poser ses limites. Pourquoi TikTok en particulier ? Alors, TikTok en particulier, je veux vous rappeler comment fonctionne ce réseau social chinois, qui est fréquenté par 27,8 millions de Français. C'est le pays qui le pratique le plus en Europe. C'est une application qui propose des vidéos très courtes. Et ensuite, l'algorithme, comme dans les autres réseaux, mais choisit les vidéos qui apparaissent sur votre téléphone. Alors, il y a bien sûr celles des influenceurs, déco, films, animaux domestiques. Vous pouvez aussi suivre des comptes intéressants pour les collégiens ou les lycéens, ceux de vos profs. Certains diront ceux des politiques, mais ça, c'est une blague. Il y a aussi les conseils minceurs, mais il y a aussi minceurs extrêmes. Il y a aussi armes à feu. Et bien pire, parce que tout ça est très peu modéré, bien pire, la spécificité de TikTok que m'a fait découvrir Louise Rondel-Leninan, ce sont les défis type Superman Dance, qui consistent à imiter Superman en vol. Les participants se font projeter dans les bras de leurs camarades, filmés évidemment. Ils sont renvoyés en l'air avec les risques de chute, de blessures graves, avec des réceptionneurs qui peuvent retirer leurs bras au dernier moment. Donc je vous parle aussi du défi de la baleine bleue, celle qui choisit le moment de sa mort en 50 étapes. Et vous filmez dans ces moments-là. Donc imaginez l'effet que ça fait sur des adolescents dépressifs ou très influencés. Il y a eu des effets terribles. Voilà, c'est simple, clair et net. Donc à partir de là, d'abord je voudrais qu'on écoute justement des collégiens qui reconnaissent leur addiction. C'est comme une drogue en fait. Quand je me réveille, je regarde mon téléphone. Enfin, je ne me verrais pas vivre sans... Et je passe plus de temps sur TikTok qu'à faire mes devoirs. Comme c'est infini, on veut toujours savoir ce qu'il y a après, donc on s'arrête jamais. Alors les parents, en plein désarroi devant des enfants qui peuvent être très très malades de cela. Elle allait moins bien, elle était irritable, elle a commencé à avoir des problèmes de sommeil. Mais on a mis un peu ça sur le dos de l'adolescence. Premier signal assez fort d'escarification. Je me suis rendu compte qu'elle regardait que des vidéos du type comment démonter un taille-crayon, la lame pour se scarifier, que des vidéos qui glorifiaient le suicide, des trucs horribles. Ça devient une question de santé publique. C'est pour ça que je vous dis, c'est ça. Alors la commission parlementaire dit que, je cite, c'est un océan de trash et un réseau social hors de contrôle. Et ce soir, TikTok répond et se défend en disant qu'il est un bouc émissaire face à des enjeux qui concernent tout le secteur et toute la société. Et ça, c'est intéressant. Il faut l'écouter, évidemment. Alors, maintenant, comment interdire ? Est-ce que ce sera respecté ? Comment on fait ? Bien sûr. C'est une consigne qui est passée aux parents ? Bien sûr. Alors, l'interdiction de tous les réseaux sociaux avant 15 ans, ça existe déjà, dans la loi sur le numérique de 2023. Mais l'Union européenne a jugé que c'était contraire à ces règlements. Mais depuis, il y a eu une nette évolution, y compris en Europe. Et maintenant, on est en train de réfléchir à un logiciel européen qui est chargé de vérifier l'identité de l'adolescent et qui doit transmettre la validation au réseau social.
évidemment, il y aura des contournements. Un peu comme les sites pornographiques. Exactement. Et pour les parents, quand même, ce sera un argument. C'est dans la loi, je dois appliquer la loi. Bon, l'autre piste que vous avez évoquée, pour laquelle je suis encore plus favorable, c'est le couvre-feu après 22 ans. Après 22 heures, pardon. Entre 22 ans, bon, 22 ans. on est adulte. Mais pour les 15-18 ans, pour préserver le sommeil des jeunes, là aussi, le réseau diffusera un message de fin de programme et rendez-vous le lendemain. Je vais faire une comparaison pour conclure. Il y a des heures pour les repas, vous savez. On mange à certaines heures. Lorsqu'on mange tout le temps, on devient obèse. Et en fait, c'est une personne, ça m'a beaucoup intéressé, je reprends sa phrase, lorsqu'on scrolle tout le temps, on atteint une forme d'obésité informationnelle. Et c'est normal de réagir. Donc, maintenant, et d'ailleurs, il y a plusieurs pays qui le font, l'Australie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège. Mais la question maintenant, effectivement, c'est pas l'interdiction, c'est comment l'interdire aussi, mais c'est aussi, est-ce que c'est pas trop tard? En tout cas, pour une génération. Abnous? Moi, je pense que jusqu'à au moins le lycée, au moins 16-17 ans, voire 18 ans, c'est une date symbolique, un gamin n'a rien à faire avec un téléphone et des réseaux sociaux où il est impossible, ça par contre on ne peut pas revenir en arrière, de contrôler le flux et ce qui s'y passe. Et ces incitations au suicide et comment se scarifier, comment se faire mal, depuis le début ça existe sur les réseaux sociaux. Donc je pense que la méthode la plus simple, c'est qu'est-ce que fait votre enfant avec un téléphone qui sert à autre chose qu'à appeler. Voilà. Pascal, vous voulez dire un mot? Alors on Je me faisais une réflexion en écoutant en route parce qu'elle parlait des repas. Les repas en famille avec le téléphone portable. C'est scandaleux. C'est du cinéma quand même. Faut y aller là. C'est-à-dire que là, faut interdire purement et simplement. Et d'ailleurs, à une époque, on prenait tous un repas assis à table, autour de la table, et pas de téléphone, etc. Alors peut-être que les gens trouvent ça ringard. Enfin, c'était quand même un peu plus sympa. Votre parti pris économique, l'homme le plus riche du monde n'est plus Elon Musk. Le nouvel élu, entre guillemets, nous en dit long sur l'évolution de l'économie. Oui, alors voilà son visage, on va vous montrer son visage. Ça peut changer très vite, hein. Mais c'est monsieur Larry Ellison, 81 ans. Alors il fait pas son âge. Non. Demande pourquoi. Mais il est l'homme le plus riche du monde, provisoirement selon moi. Encore que la formule se discute, puisque Larry est riche de la capacité boursière de son entreprise, qui s'appelle Oracle, et dont il détient 41%. La formule, l'homme le plus riche du monde, alimente, selon moi, je le dis au passage, cette espèce de démagogie politique qui fait croire qu'un seul homme concentre des centaines de milliards de dollars. Ça n'est absolument pas le cas. Dans ces centaines de milliards de dollars, il y a la valorisation boursière, c'est-à-dire la confiance que le public et les investisseurs, la confiance qu'ils placent dans les perspectives de croissance de cette entreprise. Il s'agit d'actifs professionnels. Bon. Mais s'il veut tout plaquer, tout vendre, il se retrouve l'homme le plus riche. Oui, mais ça n'a plus aucune valeur. C'est comme si Bernard Arnault vendait toutes ses actions chez LVMH. Je peux vous dire que le lendemain, tout s'effondre. La communauté financière quitte le bateau. Alors, Larry Ellison, il a été élevé dans le quartier juif de Chicago. C'est un drôle de bonhomme qui a commencé à faire des études d'informatique et de mathématiques. Et puis, sa bio dit qu'il ne s'est jamais présenté aux examens. Mais c'est quand même un chef d'entreprise absolument exceptionnel. Et au-delà de l'anecdote, Oracle présente ses résultats. Voilà, c'est ce qui fait la fortune en réalité aujourd'hui de cet homme absolument génial. Mais quelle est le cours boursier? Alors, Oracle fabrique deux choses. D'abord, vous voyez les chiffres, très significatifs, hein, beaucoup d'investissements. Un chiffre d'affaires important, une cotation boursière importante. Pourquoi est-ce que ça marche Oracle? Parce qu'Oracle est au carrefour précisément, et ça répond à votre question, de l'activité de l'intelligence artificielle générative et le fournisseur de tous les grands acteurs dans ce domaine. Alors, vous savez qu'il y a deux choses qui comptent quand on parle d'intelligence artificielle. Vous avez la quantité de données, c'est-à-dire que plus vous avez de données, plus l'assiette des données est large, plus vous êtes efficace. Et donc là, Oracle vous propose des solutions de cloud, c'est-à-dire qu'on loge tous ces éléments, parfois dans des bâtiments physiques, mais aussi on les loge dans des nuages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la capacité de calcul. Et vous savez, le génie, de temps en temps, c'est l'intuition. Vous avez un type qui comprend ce qui est en train de se passer. Alors, ça a été le cas de Nvidia. Il y a eu la période de Nvidia, c'est une entreprise qui vend des puces. Il y a eu, bien sûr, les 7 fantastiques.
les réseaux sociaux, la capacité à développer des moteurs de recherche. Et là, aujourd'hui, ce sont ces deux éléments qui fabriquent la richesse. Capacité de calcul. Le phénomène de fond, c'est ça. C'est l'engouement autour du développement de l'intelligence artificielle qui est considérée comme l'industrie du siècle, du 21e siècle, et qui va permettre aux autres industries d'ailleurs de gagner de la productivité. Pour ça, il faut du cloud, et donc l'entreprise Oracle annonce de très beaux résultats. Des contrats commerciaux qui sont signés avec les géants du secteur de l'intelligence artificielle, Stargate qui est le berceau de la prochaine génération d'intelligence artificielle, qui est protégé par le gouvernement américain. Donald Trump y tient comme à la prunelle de ses yeux, parce qu'il veut protéger cet outil qui sera un outil de domination, un outil politique et économique de domination, et qui veut absolument barrer la route à la Chine. Alors, tout ceci a un prix. Je termine là-dessus. Le prix, c'est que, au cours des derniers mois, les moyens de cette entreprise ont été réorientés. Et Oracle a supprimé des dizaines de milliers d'emplois parce que l'intuition, c'était qu'il fallait investir dans ce secteur. Intuition, d'ailleurs, à mon avis, judicieuse, qui permettra demain de recréer des emplois. Mais vous voyez la souplesse du marché américain. Je reproche simplement au patron d'avoir réalisé ces suppressions d'emplois dans des conditions qui n'étaient pas très fair-play, pour reprendre un mot anglais, souvent des entretiens virtuels, au cours desquels on annonçait aux collaborateurs qu'ils étaient virés et qu'ils n'avaient plus du tout accès au bâtiment. C'est très américain, mais ça permet à Oracle et à son patron d'être aujourd'hui une des entreprises les plus capitalisées du monde. En deux mots, il y a un Oracle français ? Il n'y a encore pas d'Oracle français, mais dans le domaine des semi-conducteurs, nous avançons. J'ai évoqué hier le cas de Mistral. Il faut absolument aider ces entreprises dans leur croissance et il faut simplement ajouter un zéro. Il ne faut pas mettre 1,7 milliard, comme on le disait hier, il faut en mettre 17. À nous autres, parti pris international, orgueil et préjugés, le phénomène Jane Austen, donc 2 siècles et demi après, qui redevient très à la mode. Oui, à ma grande joie, Jane Austen aurait aujourd'hui 250 ans, auteur de 6 romans publiés entre 1811 et 1818, dont les cultes Orgueil et préjugés, Raison et sentiment. Elle est morte à 41 ans seulement, célibataire par choix, dont les romans étaient appréciés par Virginia Woolf en personne, qui les trouvait, s'il vous plaît, profonds, beaux et complexes. Là-dessus, nous sommes d'accord. Et c'est devenu une incontournable de la génération Z, celle née entre 97 et 2012. Pour vous donner une idée, sur le réseau social TikTok, on en parle. Le hashtag Jane Austen comptabilise plus de 683 millions de vues, soit l'équivalent de plus de 30 fois le nombre d'exemplaires d'Orgueil et préjugés vendus à ce jour dans le monde. J'adore. L'université de Cambridge, donc université sérieuse, a publié une étude académique qui a pour titre « Oh my God ». Jane Austen, en français « Oh mon Dieu, Jane Austen ». Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que Jane Austen est désormais l'auteur à la source de plus de mèmes après Shakespeare. Les mèmes, c'est une espèce de vidéos humoristiques très courtes ou des images répétitives. Donc c'est dire, et les générations Z adorent ça. Et cette étude c'était 5 fois selon les données académique, elle a été publiée dans la revue Humanities, c'est dire que si c'est une affaire très sérieuse. Alors, et là, vous allez me dire, mais pourquoi ? Alors, d'abord, l'adaptation cinématographique d'Orgueil et préjugés de 2005 avec Keira Knightley, honnêtement, rien n'est à la hauteur des livres de Jane Austen, mais ça a cartonné, c'est un très bon film, ça a fait un carton, ça a été décisif, les livres ont commencé à se vendre. Il y a eu la série Netflix, La Chronique des Bridgerton, qui se passe à la même époque de Shonda Rhimes, que moi j'adore, et dont l'auteur Julia Keane est inspirée, elle le dit elle-même, par Jane Austen. Ça a relancé encore. Et encore, vous allez me dire, parce que ce n'est pas tout, j'ai passé l'après-midi à lire des textes dans toutes les langues du monde autour de ce phénomène. Alors, figurez-vous que certains trouvent que l'univers de Jane Austen s'applique étrangement à notre existence en ligne. Pourquoi ? Parce que dans l'univers austenien, comme sur les réseaux sociaux, tout le monde est scruté au microscope dans des communautés restreintes où chaque geste est épié. Pourquoi pas intéressant ? Autre explication psychologique, c'est le docteur Tara, psychologue spécialisé en relations, qui l'explique. C'est que la génération Z, qui est habituée à ces rencontres par les réseaux sociaux, en gros, qui va droit vers le but étant le sexe, eh bien, tout d'un coup, elle trouve un contrepoids dans l'univers austenien qui a davantage un voyage
vers le sexe. Tout d'un coup, ce qui compte, c'est le toucher, le désir et l'aspiration, davantage que la chose en elle-même. Et cette espèce de romantisation, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort vers l'autre, que ça peut prendre du temps, qu'il n'y a pas ce côté instantané, il me plaît pas, machin, joue énormément. C'est un éloge de l'amour, Jane Austen, contre les mariages d'intérêt. Non, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est là où on la lit très très mal. Alors pardon, je vais y revenir. Je la lis depuis l'adolescence, et pas qu'une fois. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On connaît 2-3 scènes, 2-3 personnages, et on pense que c'est romantique. Jane Austen, c'est féroce, c'est extrêmement violent. On se marie pas forcément par amour. C'est pas toujours l'amour qui gagne. C'est beaucoup plus complexe. Mais je vais y revenir. Mais casser ma chute. Mais c'est votre conclusion. Non. Et il y a aussi l'explication néo-féministe des femmes indépendantes, blablabla. Amen, allais-je dire, mais c'est pas ça. Pour moi, vraiment pour moi, et je pense que c'est ça, c'est que Jane Austen, c'est un contrepoids rafraîchissant au royaume du wokistan, émanant au contre-royaume du wokistan, qui est l'anti-wokisme, qui est la même chose, c'est-à-dire censure et rigidité, parce que tous ces personnages sont ni noirs ni blancs. Avec Jane Austen, on est dans l'absolue zone grise, que ce soit dans le rapport entre frères et sœurs, dans les rapports de couple, dans les rapports aux parents. Vous pouvez avoir une mère absolument mais adorable et pourtant effroyable, tant elle veut marier ses enfants, des personnages horribles, mais c'est pas grave, parce qu'à un moment, soit ils sont tellement drôles qu'on leur pardonne, s'ils ont un effet comique, soit tout d'un coup ils sont capables de générosité, des personnages extrêmement bienveillants qui peuvent être tout d'un coup avoir une petitesse. Et moi, ce que je crois, c'est qu'avec Jane Austen, on redécouvre la complexité des êtres humains. On découvre le second et le troisième degré auquel n'est pas du tout habituée cette génération, et que ça leur donne une claque d'humanité, et qu'on a un peu oublié que l'humanité, c'était une chose extrêmement féroce. Merci à vous trois, et merci. Vous dites Jane Austen? Ouais, moi j'ai dit Jane Austen, j'ai peut-être tort. D'accord. J'ai toujours dit ça, mais j'ai peut-être tort. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.